Hop. Donc, bonjour à tous, on ne doit plus dire de bêtises, le lancement du webinaire est lancé. Donc aujourd'hui, on va parler de LinkedIn, effectivement, c'est un peu mon terrain de jeu préféré et dont l'idée, c'est qu'il devienne aussi le vôtre. Hop, je vais me mettre en tout petit parce que sinon, on ne voit pas tout voir. Alors, qui je suis? Donc moi, je suis Amélie Fabre-Guité, je suis la fondatrice de Talent Management Group, donc qui comprend plusieurs marques commerciales. La première, c'est donc Madircom, qui est un cabinet de recrutement qui accompagne les startups, TPE, PME à recruter sur toute la France, des personnes disponibles sur le marché de l'emploi. Ensuite, on a la marque Boost Me Up, où on a créé un parcours en ligne pour aider les gens à trouver un emploi. On a également Pimp My Career, qui accompagne les écoles de commerce et les étudiants et alumni de leur école, justement, à mieux chercher un emploi ou à mieux se valoriser sur le marché de l'emploi ou à se lancer en indépendant. Donc, la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. Et si je vous parle de LinkedIn, c'est juste que j'en suis une grande fan. Alors, moi, j'y passe beaucoup de temps, mais ce n'est pas l'objectif pour vous non plus d'y passer beaucoup de temps, parce que moi, c'est aussi mon métier d'être sur LinkedIn. J'ai la chance d'être influenceuse RH B2B sur LinkedIn, donc de représenter des marques très régulièrement pour des campagnes de collaboration. Et j'ai été également Top Voice Emploi 2021 par LinkedIn, qui, du coup, a l'habitude de bien aimer ce que je raconte. Hop. Alors, ce que l'on va voir ensemble, donc à chaque fois, j'ai ma petite souris qui passe trop vite, tout va bien. On va voir trois choses ensemble. Comment pimper un peu votre profil et votre réseau. J'ai vu que vous n'aviez pas forcément tous le même niveau sur LinkedIn. Donc, il y en a qui cherchent un emploi, il y en a qui en cherchent depuis longtemps, il y en a qui n'ont pas l'habitude d'être sur LinkedIn, il y en a qui cherchent plutôt à avoir des clients. Donc, je vais essayer de faire quelque chose qui plaise à tout le monde. Et puis après, n'hésitez pas, en cours de route, vous pouvez m'arrêter, me poser des questions. On n'est pas obligé d'attendre la fin pour répondre à toutes les questions. Moi, j'aime bien le côté un peu interactif. Ensuite, on va voir comment stalker, comment trouver votre futur patron ou futur client. Vous verrez que les choses sont à peu près identiques. Et surtout, comment hacker un peu, comment jouer avec l'algorithme de LinkedIn. Parce que oui, c'est très important de comprendre comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn pour soit trouver votre futur patron, vos futurs clients, trouver quelque chose en tout cas de professionnel sur LinkedIn. C'est tout l'intérêt de la bête. Donc, LinkedIn, c'est clairement un ami pour la vie. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur LinkedIn, vous allez rencontrer plein de choses. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est clairement orienté vers la partie recrutement, mais malgré tout, on rencontre beaucoup de choses sur LinkedIn, pas forcément que le meilleur. On rencontre des dragueurs, et oui, ça arrive encore très souvent, des gens qui confondent LinkedIn et Tinder. Vous allez rencontrer des robots, c'est-à-dire des recruteurs qui vont utiliser des outils automatisés pour essayer de vous happer et faire en sorte que vous leur envoyez un CV, mais souvent ces personnes n'auront absolument pas regardé votre CV ni votre profil sur LinkedIn. Ce sont des messages automatiques. Les développeurs ou les commerciaux sont assez habitués à recevoir ce genre de messages, donc ce qui tue un petit peu le côté humain qu'on recherche tous sur LinkedIn. Vous avez aussi celui qui va copier les posts des autres. Alors on a beaucoup ça sur LinkedIn, malheureusement, des gens qui prennent des posts américains ou autres, qui les traduisent en français et qui les publient en France en espérant être très connus et avoir beaucoup de visibilité. Et puis vous avez les haters, ceux qui vont vous détester, qui vont venir uniquement pour critiquer vos publications. Alors normalement, ça ne devrait pas trop vous arriver. L'idée, c'est que ce sont des personnes qui viennent souvent tacler des personnes qui ont déjà une belle communauté et qui ont juste envie de râler derrière leur écran. Bon, généralement, comme je dis, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Toujours leur répondre avec bienveillance, avec sourire, voire avec un peu d'humour. Ça les calmera assez rapidement. Heureusement, LinkedIn, ce n'est pas que ça. C'est aussi plein de choses ultra positives. Et c'est aussi ça que tout l'intérêt de ce webinaire, c'est de vous montrer toute la richesse de LinkedIn. Donc la première chose, c'est grâce à LinkedIn, vous allez pouvoir faire de la veille. Vous allez pouvoir rechercher des informations, des actualités, des innovations. Et c'est ça aussi qui va être très intéressant. Vous allez pouvoir apporter de l'aide, vous allez pouvoir soutenir des personnes, soutenir une entreprise, soutenir une création d'entreprise. Vous allez croiser quelqu'un à un salon, vous adorez son produit, vous avez envie d'en parler sur LinkedIn, c'est tout à fait possible et grâce à ça, ça lui fait un petit peu de pub. Et vous allez pouvoir faire aussi des partenariats croisés, c'est-à-dire des personnes qui parlent de vous, vous qui parlez d'eux. Voilà, c'est ça toute la richesse de LinkedIn. Vous pouvez trouver des clients, des fournisseurs, des candidats et donc trouver un emploi également grâce à LinkedIn. Et ce qu'on aime, c'est quand les gens nous font un retour en disant, ben voilà, grâce au réseau, j'ai trouvé un emploi. Donc,
Tout ça sur LinkedIn, je vais vous montrer comment le chercher, quel est l'intérêt, comment le faire, quoi ne pas faire pour être sûr de bien le faire et d'arriver à arriver vers vos objectifs. À un moment donné, c'est soit je veux simplement être visible parce que je lance mon entreprise et j'ai besoin d'attirer des clients, ou alors j'ai besoin d'être aussi un peu visible, mais pour attirer des RH ou des managers sur mon profil pour qu'ils aient envie de me recruter. L'idée est toujours de se dire, OK, pourquoi je suis sur LinkedIn et qu'est-ce que je veux en faire? Donc ça, on va le voir également ensemble. LinkedIn, c'est donc votre vitrine professionnelle, ce qu'on va appeler le double numérique. Dans l'idée, ce que vous êtes dans la vraie vie, eh ben, vous êtes la même chose et la même personne sur LinkedIn. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence. Il n'y a pas de rôle à se créer quand vous êtes sur LinkedIn. Première chose qu'on va voir, c'est comment pimper un peu son profil. Donc, je ne vais pas forcément balayer tout le profil LinkedIn, je vais venir sur des points qui sont un peu essentiels et qu'on a tendance à oublier quand on est sur LinkedIn ou quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur LinkedIn. Il faut savoir que ce qui va être important, c'est de faire des choses qui vont plaire à la fois à votre interlocuteur qui va visionner, qui va voir votre profil, ou le robot de LinkedIn, le fameux algorithme, parce que tout ça va rentrer en considération. La première chose qui est ultra importante, c'est la photo, parce qu'une photo bien réussie, une jolie photo sur un profil LinkedIn, bah, c'est 14 fois plus de visibilité. Donc c'est des photos où on est tout seul, c'est pas des photos à contre-jour, c'est pas des photos carte d'identité qu'on a juste scannées et posées là. C'est vraiment une belle photo qui vous met en avant. Alors soit des photos prises avec un professionnel, soit si vous avez un très bon téléphone, vous pouvez avec un pied vous prendre vous-même en photo ou demander à quelqu'un de le faire. Là j'ai pris les deux photos du bas parce que je les ai trouvées très bien. On a une photo très corporate avec le fond gris, la personne tournée vers nous, qui qui nous regarde, même si elle a les bras croisés, ça fonctionne très bien. On voit plus le côté RH, finance, qui est avec ce type de photo. Et puis après, on a une autre photo où la personne, bah, c'est une entrepreneuse, donc elle est dans son univers par rapport à ses produits qu'elle vend, et donc elle est totalement pareil, elle est souriante, elle regarde l'écran, elle nous regarde, et donc ça fonctionne très très bien. Vous pouvez tester, vous avez le site Photofiller qui vous permet de tester gratuitement votre photo, et le site va vous expliquer quelle est la première impression que vous laissez aux gens lorsque vous mettez telle et telle photo sur les réseaux. Vous avez la photo pro pour LinkedIn, et vous pouvez même tester vos photos Tinder si vous le souhaitez. Dans l'idée, c'est là de tester les photos pro, forcément, et de se dire, bah, tiens, quand je mets cette photo par rapport à la fonction que j'ai ou que je recherche, eh bien, les gens, en première impression, vont me trouver compétent, bienveillant, et ça va être Photofiller qui va vous dire exactement comment il vous considère par rapport à votre photo et votre fonction. Et cette première impression, elle est importante en recrutement. On ne le dira jamais assez parce qu'effectivement, la première impression que vous envoyez, derrière, le cerveau va chercher la confirmation de cette première impression. Soit c'était une bonne première impression et il va chercher, en lisant votre profil, la confirmation que c'était une bonne première impression qu'il a eue. Soit il a une mauvaise première impression et quand il va scroller très rapidement votre profil, il va chercher juste la confirmation que effectivement, c'était une mauvaise impression qu'il avait sur votre profil et que ça ne sert à rien de vous contacter. Donc la première impression doit être bonne le plus souvent possible pour vous donner un maximum de chances que les gens vous contactent. Hop. Deuxième élément important, c'est la bannière d'arrière-plan. On a tendance à ne pas la personnaliser alors qu'en fait, c'est un parfait endroit pour attraper du monde, pour parler d'un sujet, inviter à la rencontre. Donc là, alors c'est plus des personnes qui sont effectivement indépendantes, mais elles y mettent de la couleur, elles se mettent en photo, elles mettent une punchline, elles mettent des mots-clés. Et l'idée, c'est d'arriver à tendre vers ça. Alors, vous avez l'outil canva.com qui vous permet de créer des bannières déjà aux bonnes dimensions sur LinkedIn. Et ça va vous permettre de passer un message aux personnes qui sont votre cible, que ce soit une entreprise, un client, un fournisseur, peu importe. Ça peut être donc juste de la couleur, ça peut être un paysage, ça peut être des mots-clés, ça peut être ce que vous voulez. L'idée étant que ce soit quelque chose qui va attirer le regard et qui va nous donner encore plus l'envie de rentrer en contact avec vous et de discuter avec vous. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Ensuite, on a votre offre de mission. C'est le petit titre qui apparaît juste après.
C'est très important, vous avez plus de 200 caractères d'espace libre. L'idée, ça va être de pouvoir les remplir. Là, c'est le premier endroit où l'algorithme LinkedIn va venir regarder pour justement essayer de piocher un maximum de mots-clés et mieux vous référencer sur LinkedIn. Donc, dans le titre, on ne va pas juste mettre, j'ai vu qu'on avait aussi un futur jeune diplômé, on ne met pas qu'on est jeune diplômé à la recherche d'un premier emploi, ça ne fonctionne pas. On ne met pas qu'on est non plus à l'écoute active, ça ne fonctionne pas non plus. Au pire, vous avez le Open to Work, le petit bandeau que vous pouvez ajouter. Le titre, c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire pour une entreprise, comment vous pouvez accompagner une entreprise. Donc là, c'est un peu, j'ai pris l'exemple, c'était Christopher Piton sur LinkedIn qui avait proposé ça et j'ai trouvé ça très bien. Donc c'est j'aide mon prospect idéal à obtenir tel avantage grâce à mon expertise. En mode recherche d'emploi, ça pourrait donner la fonction que je recherche, chef de projet digital learning. Et après, c'est un max de mots-clés sous forme d'offres de services. Comment je peux accompagner mon entreprise? C'est j'aide les entreprises confrontées à la transformation digitale à mieux piloter leur action de formation. On se met en avant, 3 ans d'expérience, passionné de nos codes et d'outils collaboratifs et digitaux. Comme ça, j'ai le mot projet digital, j'ai le mot learning, j'ai le mot transfo digital, j'ai le mot piloter, j'ai le mot formation, j'ai le mot no-code, j'ai le mot outils collaboratifs, j'ai encore le mot digital, mais au pluriel. Et comme ça, j'ai un max de mots-clés rien que dans ce titre. Et comme ça, l'algorithme va déjà commencer à se nourrir de ça. Et on va faire en sorte après que ces mots-clés se retrouvent partout ailleurs sur le profil LinkedIn et aussi dans vos publications à un moment donné. Et avec ça, vous allez être vous allez être mieux référencé sur LinkedIn et les gens vont beaucoup plus facilement vous trouver. Donc ça, c'est en mode recherche d'emploi. Il y a le même en mode freelance. Ça, c'est Emmanuel Parachif sur LinkedIn qui l'avait proposé. Donc, c'est le premier en rouge, la partie 1, c'est l'offre synthétisée. C'est quelle est votre offre de service? Donc, vous pouvez reprendre la partie de Christopher Piton avant, c'est-à-dire quel service je rends à une entreprise. Ensuite, une preuve sociale. Si on est freelance, on a déjà eu des clients, on a déjà eu des retours d'expérience, donc on peut déjà donner des chiffres là-dessus. Et en partie 3, on met des mots-clés, oui, toujours pour le fameux référencement sur LinkedIn. Je vois qu'il y a des petits messages. Est-ce que le deck sera partagé à la fin du webinaire? Oui. Oui, vous inquiétez pas, vous aurez tout. Donc voilà, grâce à ça, vous pouvez arriver à faire justement un titre qui va être beaucoup plus percutant et qui va attirer le regard des personnes. Le titre, vous pouvez le tester, vous pouvez vous amuser à le bouger. L'idée étant que on comprenne ce que vous faites, qu'on comprenne ce que vous pouvez apporter à une entreprise et qu'on soit rassuré sur vos compétences. Ça va être un peu ça. Surtout pour ceux qui cherchent un emploi, le recruteur, il a besoin d'être rassuré tout le temps. Donc, c'est j'ai une photo qui inspire confiance, j'ai un titre que je comprends, je sais comment la personne peut m'accompagner ou peut m'aider dans l'entreprise. Et après, sur le reste, à chaque fois, la personne, c'est un peu comme si on jouait et qu'on gagnait des points. C'est OK, il y a un résumé bien fait, il y a des expériences bien remplies, il y a des compétences bien remplies. Ah, puis je vois qu'elle communique aussi. OK, je check tout. A priori, la personne, c'est la personne que je recherche. Je regarde les petits mots de rien, Valérie. On continue. Deuxième élément, c'est la partie sélection qui apparaît juste après votre titre. La partie sélection, si vous ne l'avez pas encore mis en avant, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous êtes sur LinkedIn, toujours avec ajouter un nouvel élément à votre profil. Et donc, il y a partie sélection, vous pouvez mettre une chose en avant, 2, 3, 4, 5, 10, c'est vous qui voyez. Si vous êtes en poste, vous pouvez mettre le site web de votre entreprise, vous pouvez mettre une plaquette peut-être commerciale. Si vous êtes commercial et que vous essayez d'attirer des gens. Ça peut être le lien vers une publication qui donne peut-être accès à un livre blanc. Ça peut être, selon si on est en marketing, renvoyer vers un lien qui serait une landing page. Si on est à la recherche d'un emploi, ça peut être un CV. L'idée, c'est se dire que les premiers éléments qui sont disponibles ici, ce sont des éléments qui vont toujours attirer le regard de votre cible, donc que ce soit ma cible, un RH ou un client, et de se dire, tiens, quand il va regarder mon profil, avant même de regarder qui je suis, mes expériences, il va tout de suite tomber sur ma sélection. Donc, c'est 1, 2 ou 3 ou plusieurs éléments que j'ai envie de mettre en avant parce que c'est quelque chose qui va me valoriser ou qui va faciliter l'appel à la rencontre, le fameux CTA, le call to action. C'est à un moment donné, c'est soit j'échange avec cette personne, soit je télécharge quelque chose parce que ça m'intéresse. Ça doit générer en tout cas une action de la part de la personne qui va le regarder. Ça peut être un lien, ça peut être des docs, ça peut être ce que vous voulez, qu'il soit interne ou externe à LinkedIn, c'est ça aussi qui est plutôt intéressant.
Il y a la partie résumé qui est essentielle et pourtant très souvent oubliée. La partie résumé, c'est la partie info dans votre profil. Alors, je vous ai pris l'exemple de Inès Sivignon, qui est rédactrice web indépendante. Et en fait, ce que j'aime bien dans son résumé, c'est la manière dont elle l'a découpé. Et idéalement, c'est un peu comme ça qu'on devrait tous un peu le découper. Il y a le premier partie, c'est le qui elle est, un peu sa personnalité. Donc, c'est apprendre à la connaître. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle aime faire, pourquoi elle aime le faire, ou comment elle peut, qu'est-ce qu'elle peut apporter à mon entreprise. Donc là, en mode freelance, elle va développer un petit peu toutes les compétences qu'elle est capable d'apporter dans une entreprise ou à travers les formations qu'elle a créées aussi en ligne. Et à la fin, on a un peu le fameux l'appel à l'action. C'est en gros, si ça vous intéresse, ben, contactez-moi. Donc ça, c'est vraiment les 3 éléments qui sont importants sur un résumé. C'est pas votre lettre de motivation, parce que ça, généralement, elle est très mal faite déjà de base. C'est vraiment un petit côté un peu perso, c'est-à-dire que faut pas l'écrire de manière mécanique, il faut l'écrire vraiment comme si vous aviez la personne en face de vous, vous étiez en train de lui parler. Il y a un côté très copywriting sur la manière d'écrire forcément son intro. Mais c'est j'invite à la discussion, j'accueille la personne déjà au départ quand elle arrive sur mon profil, donc il y a le fameux coucou petit curieux. Je lui parle un peu de moi, de qui je suis, pourquoi je suis sur LinkedIn, ce que je peux lui apporter dans le cadre de sa recherche ou dans le cadre de son entreprise. Et derrière, c'est OK, les gars, maintenant, c'est l'heure qu'on en discute. Prenons un café ensemble pour en papoter. Et ça, c'est vraiment la structure du résumé parfait. C'est très souvent oublié, c'est dommage, parce que du coup, c'est quand même 7 fois plus de visibilité sur un profil, en termes de référencement, si vous avez un profil qui est bien rempli. Et vous le voyez sur LinkedIn, généralement, vous avez votre barre de progression, si vous avez bien rempli ou pas votre profil LinkedIn. Si vous avez une barre de progression où c'est marqué intermédiaire, ça veut dire que vous avez encore une rubrique potentiellement que vous n'avez pas bien remplie. Si c'est marqué que vous avez un profil expert ou expert absolu, ça veut dire que vous avez très bien rempli votre profil LinkedIn et que toutes les cases sont cochées en fait pour LinkedIn. Et le résumé est souvent oublié. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un côté où on a envie de découvrir la personne autrement que par juste la lecture d'un CV. Je ne vous ai pas parlé de la partie expérience. Alors, c'est vrai qu'en arrivant, je vous disais qu'en plus, il y avait une nouveauté depuis on l'a vu arriver autour du 20-22 mars sur LinkedIn. C'est la possibilité de mettre en avant le fait qu'il y a eu un trou potentiellement dans votre carrière et de le justifier, ce qui évite d'avoir les questions gênantes d'entretien. D'ailleurs, c'est le sujet du webinaire de la semaine prochaine, les entretiens, sur vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a un trou de 6 mois, 2 ans ou 5 ans sur votre CV, qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette période-là. Bon, bah là, du coup, LinkedIn le permet. Maintenant, quand vous allez dans expérience professionnelle, vous pouvez ajouter un trou, enfin, en tout cas, une pause, ils appellent ça une pause professionnelle. Vous pouvez indiquer, vous avez peut-être fait du bénévolat, vous avez peut-être fait une reconversion, une formation, éduquer vos enfants. Et en fait, il y a tout un champ possible à choisir et vous sélectionnez celle qui vous correspond le plus. Et du coup, ça ne fait pas de trou quand les gens vont regarder votre CV, vont dire OK, donc de là à là, il a bossé, de là à là, il a fait une formation, de là à là, il est parti, je sais pas, il a voyagé, il a fait le tour du monde, de là à là, il y a eu 1, 2, 3, 4 enfants. Et ça va permettre justement de comprendre le parcours de la personne, toujours dans l'idée qu'un recruteur a tendance à se poser 10 milliards de questions, des fois 10 milliards de trop de questions, et que quand il a une question et dont il ne trouve pas la réponse immédiate, ça va l'angoisser, ça va le stresser. Et s'il est stressé, il va se dire OK, c'est peut-être pas mon candidat idéal, donc je le mets un peu de côté. Alors qu'en fait, le fait d'indiquer et de le rassurer en disant non, regarde, là c'est normal, j'ai fait des enfants, donc c'est logique que je sois pas en poste pendant peut-être 2 ans ou 5 ans, et qu'après je me suis remise à travailler. Donc il va juste voir le parcours, dire OK, parcours normal en fait, j'ai pas d'inquiétude, je me pose pas de questions, et donc ce candidat, je peux le sélectionner. Donc c'est un truc plutôt positif, et on espère surtout que ça va faire changer les mentalités d'un point de vue recrutement. On milite fort là-dessus aussi. Donc ça, c'est dans la partie expérience. La partie expérience, vous pouvez aussi, l'idée, c'est de bien mettre le lien avec le logo de l'entreprise, donc bien sélectionner l'intitulé de l'entreprise, mettre une vraie fonction. C'est pas uniquement la fonction que vous aviez sur votre fiche de poste ou votre contrat de travail, c'est vraiment ce que vous faisiez sur le terrain.
Parce que souvent, vous n'avez pas forcément eu d'avenant à votre contrat. Vous êtes rentré dans une boîte, surtout que j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure quelqu'un qui me disait que ça faisait 12 ans qu'il était dans la même entreprise. On rentre dans une entreprise, on évolue en interne, sauf que le contrat de travail n'évolue pas nécessairement. En tout cas, il n'y a pas forcément d'avenant au contrat. Et donc, quand demain, vous quittez l'entreprise, sur votre fin de contrat, c'est indiqué le titre que vous aviez à votre entrée et pas à la sortie. Parce que l'avenant n'a pas suivi. Et donc ça, c'est ultra important de se dire, sur LinkedIn, ce n'est pas ce qui est marqué sur mon contrat de travail que j'indique, mais c'est véritablement la fonction que j'avais et qui m'incombait, que je vais pouvoir valoriser et mettre en avant. Donc ça, c'est important. Et toujours bien mettre en avant les missions, les résultats que vous avez peut-être obtenus en pourcentage. J'imagine que vous ne pouvez pas tous donner les chiffres comme ça. Et aussi les qualités peut-être que vous avez développées grâce à ces expériences. Ça peut être aussi très intéressant de mettre en avant ces fameux soft skills dont tous les RH sont follement tombés amoureux depuis quelques années. Dans la rubrique compétences, ça, c'est la rubrique la plus oubliée de LinkedIn par les candidats et qui pourtant est ultra, ultra, ultra importante. Vous allez voir ce mot important, je l'utilise tout le temps pendant ma presse. On va pouvoir comptabiliser le nombre de fois où je dis important. Pourquoi elle est cruciale, cette rubrique? Parce qu'en fait, souvent, on la crée au démarrage. Quand on crée son profil sur LinkedIn, on remplit le champ compétences. En plus, LinkedIn va nous recommander quelques compétences, Word, Excel, PowerPoint, ok, super. Et 3 ans, 5 ans, 10 ans après, on revient dessus, on se rend compte qu'on n'a pas du tout mis à jour la partie compétences. Alors qu'en fait, l'algorithme va énormément puiser d'informations là-dessus. Comme je vous disais, l'algorithme va chercher un maximum de mots-clés sur votre profil pour essayer de mieux vous référencer. Donc les mots-clés, l'algorithme il va les prendre dans votre titre de démarrage, dans votre résumé info, dans vos expériences, dans la manière dont vous allez parler de l'ensemble de vos missions et aussi dans la rubrique compétences. Donc si la rubrique compétences ne reflète pas les mots-clés qui sont censés vous caractériser, vous allez passer à la trappe. Ça, c'est un petit peu dommage. Beaucoup de recruteurs aujourd'hui vont faire des recherches avec par exemple, le mot-clé skills, 2 points, et vont mettre le mot-clé qu'ils recherchent. Et du coup, l'algorithme va chercher ça dans la rubrique compétences. Donc, si ce skill, cette compétence n'apparaît pas dessus, vous passez à la trappe. Vous pouvez en mettre jusqu'à 50 des compétences dans cette rubrique. Donc, soyez généreux, allez-y, n'ayez pas peur. Et remplissez tout ce que vous pouvez remplir en français, en anglais. L'idée étant d'être le plus général possible. Vous pouvez être des mots-clés en termes de métier, en termes de secteur, en termes de logiciel, en termes même de qualité personnelle. L'idée, c'est de vraiment se dire, tiens, ça, c'est des mots-clés qui caractérisent le métier que j'occupe ou le métier que je veux faire demain. Et donc, il faut que ces mots-clés apparaissent sur mon profil. C'est la petite astuce d'ailleurs, quand on va être reconnu sur un mot-clé que peut-être pour lequel on n'est peut-être pas encore ultra compétent, mais sur lequel on est en train de se former, eh bien on peut malgré tout déjà le mettre dans la rubrique compétences, ce qui va permettre aux recruteurs de vous trouver alors que vous êtes en train d'acquérir cette compétence. Donc ça peut être la petite astuce aussi. Donc, rubrique compétences, on la remplit. Et après, vous pouvez aussi décider quelles sont les 3 compétences les plus importantes et comment vous voulez les organiser. Vous pouvez toutes les organiser d'ailleurs. Ils ont un peu modifié la rubrique compétences ces dernières semaines. Avant, on pouvait surtout épingler les 3 premières compétences. Aujourd'hui, on peut vraiment décider de comment elles s'organisent. De base, quelqu'un qui vient sur votre profil ne va voir que les 3 premières compétences et après, il va cliquer sur voir plus pour voir les autres. Donc là, c'est à vous de décider que, tiens, ces 3 premières compétences, je veux qu'elles apparaissent en haut de ma rubrique compétences, parce que je veux que ce soit celle qui soit le plus vue et potentiellement le plus likée par votre réseau. C'est là où vous voyez autour de Digital Strategy le chiffre 17, Change Management 17 aussi, Stratégie de communication 10. Donc ça veut dire que pour cette personne, il y a eu 17 personnes qui sont venues liker ses compétences. Et après, on le voit, compétences recommandées par 5 collègues de Walid. Donc Walid, c'est le candidat en question. Et bien, il y a eu 5 collègues qui ont validé sa compétence Digital Strategy. Donc ça peut être aussi intéressant. Et là, il avait trois collègues de chez Air Liquide qui avaient liké ses compétences de change management. Et si on voit que Christopher Garçonnet est hautement qualifié dans ce domaine, en fait, ça veut dire que Christophe a en fait plus de likes sur cette même compétence qu'en a Walid. C'est juste ça qui est le hautement qualifié. C'est juste que la personne qui est venue vous liker cette compétence a, elle, beaucoup plus de likes chez elle. C'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein. Vous avez le droit de m'interrompre. Pas de questions? On continue.
Deuxième action, une fois qu'on a peaufiné son profil, on va travailler son réseau. Ça aussi, c'est l'élément le plus important sur LinkedIn. Les 5 niveaux de contact. Souvent, on me dit, Amélie, qui est-ce que je dois accepter en contact sur LinkedIn? On va partir sur 5 niveaux. Les premiers, ce sont les décideurs, les personnes avec qui vous avez envie de travailler ou qui vont vous aider à trouver un emploi. Donc, ça va être les chefs d'entreprise, ça va être les recruteurs, ça va être les RH, ça peut être des managers, parce que vous avez l'intention de travailler directement avec ces personnes-là. Donc, ce sont les personnes qui vous intéressent. Ces personnes, vous allez commencer par les suivre et puis vous allez commencer à interagir avec eux, voire peut-être leur envoyer un petit message en privé. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire. Ça, c'est parce que ce sont vos cibles ultimes, entre guillemets. Ensuite, on a ce qu'on appelle les relayeurs d'informations. Ça va être des personnes qui font régulièrement de la veille sur LinkedIn. Vous en avez plein qui partagent des actualités. Ils ne vont pas vous recruter, ils n'ont pas d'offres à pourvoir, mais par contre, ils communiquent très souvent sur un secteur, un métier, des outils, et ce sont des choses qui vont vous servir au quotidien dans votre travail. Donc, potentiellement, ces personnes peuvent vous intéresser parce qu'elles échangent et elles partagent autour de thématiques qui sont en lien avec le métier ou le secteur qui vous intéresse. Donc, si vous créez du lien avec elles, eh bien, elles vont s'intéresser aussi à votre actualité parce que vous êtes dans le même écosystème. Et c'est ce côté aussi, on partage le même écosystème, le même intérêt pour quelque chose qui fait que vous allez avoir un réseau de qualité. Après, on a ce qu'on appelle les experts et les influenceurs ou leaders d'opinion, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont reconnues dans leur domaine parce qu'elles ont justement une connaissance ultra pointue sur quelque chose ou parce qu'elles ont une belle communauté sur LinkedIn et qu'elles peuvent facilement vous mettre en relation avec d'autres personnes. Et donc, ça va dire, en gros, c'est la cooptation. Vous discutez régulièrement avec un leader d'opinion ou avec un expert sur un sujet. Si vous lui posez des questions, à un moment donné, il va vous dire, tiens, pour ce sujet ou pour cette question, n'hésite pas à contacter un tel de ma part. Quand vous venez de la part d'un leader d'opinion ou d'un expert, généralement, l'autre personne échange beaucoup plus facilement avec vous. Donc ça, c'est des petits leviers qui sont ultra intéressants, ce qui n'empêche pas qu'un expert peut devenir un relayeur d'infos ou peut devenir demain aussi un recruteur. Ça, c'est les différents niveaux de contact peuvent aussi bouger. Demain, si je partage une actualité sur un outil, ça ne m'empêche pas d'être après-demain recruteur ou leader d'opinion. On peut bouger à l'intérieur des lignes. Ensuite, on a les amis, collègues, clients, fournisseurs. Je les ai tous mis ensemble. Les amis, pourquoi? Parce que potentiellement, ce n'est pas avec eux que vous allez bosser. Mais par contre, les amis de mes amis de mes amis, il y a peut-être des personnes dans le réseau de mes amis qui s'intéressent à mon métier ou à mon secteur et qui peuvent être une porte d'entrée vers quelque chose. Donc ça va être aussi intéressant de les avoir. Et puis les amis, ils vous connaissent, donc ils peuvent aussi facilement vous recommander à d'autres personnes. Quand je dis recommander, on n'est pas sur je vous recommande quelqu'un pour ses compétences, c'est simplement je vous facilite l'ouverture d'une porte pour aller discuter avec une autre personne. Je ne me mets pas en porte-à-faux par rapport à vos compétences, c'est j'ouvre la porte en disant tiens, pour tel sujet, pour telle info, contacte un tel de ma part. Et quand je vais faire la mise en relation, je vais dire à cette personne, écoute, j'ai un ami qui cherche un emploi, mais aujourd'hui, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'il aimerait échanger avec toi. C'est plus pour avoir ta vision, comme tu es un expert dans tel métier ou sur tel secteur. Et donc, la personne, je lui dis, voilà, si tu veux bien discuter avec elle, c'est juste pour lui donner des infos, un contexte qui pourrait, elle, l'aider derrière. On n'est pas là pour dire, tiens, je te présente un tel qui cherche un job, si tu peux lui en trouver un, ce serait cool. Ça ne fonctionne pas du tout sur LinkedIn. Ensuite, collègues, clients et fournisseurs, c'est des gens qui sont normalement issus du même métier ou du même secteur que vous. Et donc, c'est pareil, dans leur réseau, ils sont censés avoir un écosystème qui est assez homogène. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser en disant, tiens, le collègue de mes collègues ou le contact, le réseau de mon réseau, potentiellement, il y a quelqu'un qui peut aussi m'ouvrir aux portes ou s'intéresser à mon profil. Client, fournisseur, du coup, c'est la même chose. Et le dernier, c'est le manager. Pourquoi? Parce que potentiellement, votre manager, il vous connaît. Il peut vous recommander, il peut vous écrire une recommandation sur LinkedIn. Ça, c'est plutôt bien vu de la part des RH. Et même quand demain, vous êtes freelance, que vos anciens clients vous écrivent une reco, c'est toujours bien vu pour attirer encore plus de clients. Et en même temps, c'est aussi vos managers N+1, N+2, N+3, jusqu'où vous voulez. Si demain ils bougent et qu'ils vous apprécient, ils peuvent aussi vous embarquer avec eux dans une nouvelle aventure. Ils peuvent vous faciliter des ouvertures de portes, comme je dis souvent, donc des recommandations, dans l'idée, bien sûr, qu'on est parti en bon terme avec son ancien manager, ce qui n'est pas toujours le cas, j'en ai bien conscience. Mais
dans un maximum d'hypothèses, on va dire que ça s'est plus ou moins bien passé, et c'est toujours apprécié d'arriver à avoir une recommandation de la part de son ancien manager. Je vois Hélène qui a levé la main. Hélène, vas-y, je t'écoute. J'ai une question sur la partie collègue client-fournisseur Ouais. pour un cas adapté à une situation de reconversion professionnelle. Okay. Du coup, en fait, tous ces collègues clients-fournisseurs sont des anciens collègues clients-fournisseurs qui sont potentiellement plus du tout dans le domaine de la reconversion. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que, enfin, voilà, parce que en fait, effectivement, le réseau du réseau, c'est toujours bénéfique, mais au bout d'un moment, parfois, je me demande quand il y a des gens qui n'ont plus rien à voir avec le projet qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est supposé faire? C'est pas. À un moment donné, tu vas pouvoir communiquer sur ta reconversion. Oui. Et donc, en fait, toutes ces personnes, c'est là où ça va être intéressant, ça va être pouvoir leur dire, ben voilà, vous m'avez connu dans cette vie-là, aujourd'hui, je change totalement, je sais pas, je pars élever des chèvres dans le Larzac, alors que j'étais, je sais pas, peut-être auditrice avant, j'en sais rien, tu vois, et se dire, bah oui, effectivement, il y a un décrochage total, il n'y a plus rien à voir, et ben c'est pas grave, en fait, ce qu'ils vont être là, ils vont être un soutien, en fait, dans ta nouvelle vie. Et potentiellement, peut-être qu'ils connaissent une personne et c'est malgré tout le réseau du réseau. On ne sait jamais, il peut se passer quelque chose. Mais on sait que, en tout cas, eux, on va juste partir sur je les informe de ma reconversion et ils vont être là pour me soutenir. Par contre, effectivement, il va être important de se créer un nouveau réseau, que ce soit décideur, recruteur ou relayeur d'infos ou leader d'opinion, qui soit dans ton nouveau domaine d'activité. Et donc, ça va être de rapidement communiquer sur cette reconversion, sur ce que tu recherches, sur le nouveau métier, le nouveau secteur, pour que ton ancien réseau comprenne qu'il y a une rupture et qu'il y a un changement. Si eux décident de ne plus te suivre, c'est eux qui le choisissent. Mais toi, en tout cas, il y a pas de... Tu ne vas pas les supprimer de ton carnet d'adresse parce qu'on ne sait jamais, un jour ou l'autre, on peut en avoir besoin. Ils peuvent te soutenir d'une manière ou d'une autre, en tout cas. D'accord, super, merci. De rien. C'est clair pour tout le monde, du coup? Nickel, on continue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la théorie de Milgram parmi vous? Normalement, je devrais avoir un oui absolu partout, mais peut-être pas. Pas du tout. Non, non. Oh. Alors, la théorie de Milgram, vous allez voir. Alors, Milgram, il est connu pour deux théories. Il y a la première théorie où, vous savez, dans une pièce, on envoie des électrochocs à une personne. Enfin, on fait croire qu'on lui envoie des électrochocs à une personne. Et vous avez justement le sujet qui est censé appuyer sur les électrochocs de l'autre côté de la pièce. Et on lui fait croire qu'il potentiellement, il peut tuer une personne. Et en fait, c'est le fait de montrer à quel point on peut se laisser manipuler par les autres. C'est-à-dire que quand vous avez, soi-disant, un pro qui vous dit « Non, mais t'inquiète, il ne ressent pas la douleur », de l'autre côté, vous avez l'autre qui fait semblant de mourir. Et en fait, on pousse le bouton au max en disant « Bah non, a priori, on me dit que je ne vais pas le tuer », alors qu'en fait, l'autre fait semblant de mourir. C'est de montrer la manière dont on se fait manipuler. Mais la théorie de Milgram, beaucoup plus sympa que je vais vous montrer, parce que celle-là, elle n'est pas fun, c'est de se dire qu'en fait, votre cible, la personne avec qui vous avez envie de travailler ou la personne qui va être votre futur client n'est pas dans votre réseau potentiellement numéro 1. C'est-à-dire qu'on a vu juste avant qui on devait avoir dans son réseau numéro 1, donc un RH, le leader d'opinion, un ancien manager, et se dire qu'en fait, quand vous avez ce premier cercle de contacts, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Donc, le contact de mon contact, de mon contact, de mon contact. Parce qu'en fait, la théorie de Milgram qu'il avait fait à l'époque, c'était la théorie qui montrait qu'en fait, on peut rentrer en contact avec n'importe qui sur Terre en moins de 4 à 6 rebonds. Et se dire, bah tiens, si moi je passe par le réseau d'Alix pour remonter et pour aller rencontrer des gens, eh bien potentiellement au bout de la 4e poignée de main, je vais tomber sur la cible qui m'intéresse. Et donc potentiellement la cible qui va soit acheter mon produit, mon service ou acheter mes compétences. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut souvent aller au-delà de son premier cercle de réseau, se dire, ok, mon réseau, il connaît plein de personnes, et ben tiens, je vais regarder dans le réseau numéro 2, puis je vais aller dans le réseau numéro 3, et au fur et à mesure, je vais voir que je vais m'approcher de plus en plus de ma cible, et que finalement, mon réseau, il est énorme, parce que si je ne fais que mes relations numéro 1, donc avec qui je suis en contact direct, ben, c'est assez restreint. Sur LinkedIn, on le voit, hein, les gens, des fois, il y a 154 contacts, ou 500 contacts, ou 3000 contacts, mais en fait, si on prend vraiment tout le réseau,
eh ben, on va voir qu'on a beaucoup plus de personnes en contact, en tout cas des gens potentiels avec qui on peut échanger. Pour donner un exemple concret, sur LinkedIn, je suis en réseau numéro 2 avec Barack Obama. Truc de ouf. Ça veut dire que dans mon réseau, j'ai une personne qui est en contact direct avec lui ou avec son service de presse. Mais potentiellement, si je voulais, je pourrais passer par mon réseau en disant « Hey, salut, tu pourrais m'arranger le coup avec Barack, j'aimerais bien aller prendre une bière avec lui et tout. » Bon, je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai peut-être un jour. Et se dire qu'en fait, on peut vraiment discuter avec qui on veut sur LinkedIn parce que finalement, la mise en relation peut se faire assez facilement. Ou alors, on pourrait écrire en direct à la personne en disant, ben voilà, on est aussi en contact tous les deux avec un tel, on a certainement des sujets en commun sur lesquels on pourrait discuter autour d'un verre. Et c'est comme ça qu'en fait, le maillage sur LinkedIn se fait et qu'on apprend à connaître les gens, qu'on apprend à discuter avec eux et qu'on arrive à avoir des opportunités. Et se dire qu'en fait, il ne faut pas attendre que les gens viennent vers vous, il ne faut pas avoir peur d'aller vers eux, de poser des questions et d'inviter à la rencontre tout simplement. Oups. Troisième élément, comment on va booster son action sur LinkedIn. L'idée, c'est que, tout à l'heure, au tout début, quelqu'un me disait « Ouais, mais alors c'est fou, quand j'arrive sur LinkedIn, je vois mes masses de messages, mais combien de temps les gens passent sur LinkedIn à écrire, à publier, à liker, à commenter on y passe beaucoup de temps. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs catégories. Vous avez 99% des gens sur LinkedIn qui sont ce qu'on appelle la communauté silencieuse. C'est-à-dire qu'elle n'agit pas sur LinkedIn. Elle va peut-être un peu liker, mais pas trop, pas plus que ça. Et en fait, il y a 1% des gens sur LinkedIn qui osent se montrer et être un petit peu visibles. Et en fait, dès lors, et c'est pour ça que souvent, vous voyez toujours les mêmes têtes sur votre profil LinkedIn, c'est qu'en fait, ce sont les seuls qui osent écrire quelque chose. Sur LinkedIn, vous pouvez avoir jusqu'à 30 000 contacts. Au-delà, c'est ce qu'on appelle les abonnés. Mais sinon, en contact dans votre carnet d'adresse, vous pouvez en avoir maximum 30 000. Donc, imaginez maintenant si ces 30 000 personnes se mettaient à écrire tous les jours quelque chose, ou même qu'une fois par semaine quelque chose, en fait, avant de revoir la même tête, il se passerait du temps. Parce que forcément, il faut d'abord voir les 30 000 messages des autres avant de revoir le message du premier. Sauf que là, aujourd'hui, dans votre réseau, même si vous n'avez que 500 ou 1000 ou 2000 personnes dans votre carnet d'adresse, en fait, sans compter tous ceux que vous avez peut-être sur lesquels vous avez cliqué sur suivre, donc qui sont des abonnés, en fait, ces têtes reviennent souvent parce que finalement, ils ne sont pas si nombreux à communiquer sur LinkedIn. Donc, c'est aussi ça qui va créer la redondance des fois pour certains profils. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de se dire, tiens, moi aussi, je vais être visible. Comment on identifie le degré de connexion, me demande Capucine. En fait, le degré de connexion, quand tu es sur le profil de quelqu'un, tu vas voir à côté de son nom, il y a un petit chiffre, le 1, le 2 ou le 3, mais ça ne va pas au-delà. Si c'est le 1, ça veut dire que cette personne, elle est dans ton carnet d'adresse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as cliqué sur le bouton « Se connecter ». Dès lors que tu cliques sur un bouton « Se connecter » avec une personne, elle rentre dans ton carnet d'adresse et elle a également accès à tes coordonnées, c'est-à-dire le petit onglet au tout début de ton profil, tu peux remplir tes coordonnées. Donc, tu peux mettre ton téléphone, ton email, ce que tu veux, à disposition des gens qui sont dans ton carnet d'adresse. Donc ça, ce sont tous les gens avec le numéro 1, ils sont dans le carnet d'adresse. Quand ils sont dans le réseau numéro 2, ça veut dire que potentiellement, vous avez une personne en commun. Vous n'êtes pas en contact direct, mais dans votre réseau, vous avez une personne qui vous relie l'une à l'autre. Donc, c'est la fameuse poignée de main avec la théorie de Milgram. C'est-à-dire que, imaginons, avec Hélène, on n'est pas en contact sur LinkedIn, mais on est toutes les deux en contact avec Alix. Eh bien, si je voulais discuter avec Hélène, il faudrait que je fasse une poignée de main vers Alix, qui est dans mon réseau numéro 1, et une deuxième poignée de main pour qu'elle me fasse une recommandation à Hélène. Donc, du coup, c'est pour ça qu'Hélène est dans mon réseau numéro 2, parce que potentiellement, pour rentrer en contact avec elle, il faudrait que je fasse 2 poignées de main. Si une personne est dans mon réseau numéro 3, ça veut dire qu'il faut que je rajoute une 3e poignée de main avec une autre personne pour arriver à échanger avec cette personne. J'espère que c'était plus clair. Donc, c'est comme ça qu'on identifie les différents niveaux. Donc, comment être parti des 1%? On va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir liker, commenter, partager. Le like, il est assez facile. Vous allez, je ne sais pas, sur le profil de quelqu'un ou sur une page entreprise, il y a une information qui vous intéresse, vous pouvez la liker. Quand vous la likez, c'est votre réseau numéro 1 qui le voit. Donc, les gens qui sont dans votre carnet d'adresse.
imaginons qu'on soit tous ensemble dans le même carnet d'adresse, et ben, si je poste quelque chose ou si je like quelque chose, vous allez tous recevoir dans votre fil d'actualité un petit message au-dessus de la publication que j'ai likée, c'est Amélie a aimé cette publication. Et donc, vous allez recevoir cette petite notif. C'est pour ça que des fois, vous voyez des publications de personnes que vous ne suivez pas, mais parce qu'une personne de votre réseau numéro 1 a liké, et ben pour le coup, vous allez voir cette publication. Ensuite, vous pouvez commenter. Donc, à quoi ça sert de commenter? L'idée, c'est de se faire voir, de se faire remarquer et de devenir aussi visible. Donc, quand vous commentez, c'est votre réseau numéro 1 et votre réseau numéro 2 qui va le voir. Typiquement, là, Marie-André Joulin, donc une consultante de la PEC, communique régulièrement sur LinkedIn. Elle est dans mon réseau numéro 1. Donc, quand je vois sa publication, je me dis « Ah tiens, c'est intéressant, c'est sur le portage salarial », eh bien, je vais ajouter un commentaire. Donc, je vais peut-être potentiellement la remercier. « Merci Marie-André pour cette publication très intéressante sur le portage salarial. À vous, mon réseau, qui lisez mon commentaire, eh ben, intéressez-vous, je ne sais pas moi, à cette vidéo, cette infographie. » Okay. Ce qui veut dire que mon réseau numéro 1 va voir mon commentaire, son réseau à elle numéro 1 va voir mon commentaire, mais ce qui veut dire que son réseau à elle, qui est dans son réseau numéro 1, est en fait mon réseau numéro 2. Puisque je suis en contact avec Marie-André, le réseau de Marie-André devient mon réseau numéro 2. Je dois passer par Marie-André pour rentrer en contact avec son réseau. Et donc, en fait, en mettant un commentaire sur sa publication, je suis visible pour ma communauté, donc de mon réseau numéro 1, mais aussi pour la communauté avec qui je suis en contact en réseau numéro 2. Et donc, c'est ça aussi qui va vous donner de la visibilité sur LinkedIn. Donc, pour commenter, vous pouvez dire que vous aimez, vous pouvez ajouter une information. Merci Marie-André pour cette vidéo. J'en profite pour partager tel livre blanc ou telle astuce autour du portage salarial. On pourrait poser une question. Merci Marie-André. Tu n'as pas évoqué tel sujet ou tel point de vue sur ta vidéo. Aurais-tu un avis sur le sujet? Ok, on est toujours bienveillant, on n'est pas là pour agresser, bien sûr. Donc, l'idée, ce serait de comment je peux échanger avec Marie-André en sachant que ce que publie Marie-André, potentiellement, ça m'intéresse, si possible, hein, c'est quand même mieux. Mais en même temps, je m'intéresse à la communauté de Marie-André pour que la communauté de Marie-André s'intéresse à moi. Ça peut... c'est très intéressant pour ceux qui sont en création d'entreprise, qui sont freelance ou des commerciaux, pour justement se faire connaître rapidement de clients, de prospects. Ça peut être une bonne technique. Et enfin, il y a le partage. Alors, on a tous cette petite flèche en bas d'une publication qui invite à repartager sur son fil d'actualité une publication de quelqu'un d'autre. Ne le faites surtout jamais. Alors, je sais que vous êtes nombreux à le faire, à juste repartager une publication. Le repartage d'une publication ne fonctionne absolument pas sur LinkedIn. Pourtant, LinkedIn essaye de le développer et vous invite à chaque fois à créer une publication à partir de ça. Sauf qu'en fait, ça tue un peu le reach, c'est-à-dire que les stats autour des republications ne fonctionnent pas du tout. C'est-à-dire que vous écrivez quelque chose par vous-même, vous allez peut-être avoir 500, 1000 ou 2000 personnes qui vont voir votre publication. Si vous repartagez la publication de quelqu'un d'autre, si vous avez 10 personnes qui le voient, c'est le bout du monde. En fait, LinkedIn fait en sorte de ne pas le rendre visible auprès de votre communauté lorsque vous repartagez la publication de quelqu'un d'autre. Ce qui est fou, on se dit juste pourquoi ils ont créé ce bouton. Donc, soit ils sont en train de changer l'algorithme, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, quand je parle de partage, c'est plutôt je prends mon courage à deux mains et je me mets à publier quelque chose. Et je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on peut publier sur LinkedIn. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'on peut partager plein de choses donc, et dans plein de formats totalement différents. Donc, qu'est-ce qu'on peut partager? On peut écrire des publications, donc ce qu'on va appeler des posts, avec ou sans photo. On peut faire des lives. Si vous avez activé l'option créateur sur LinkedIn, vous pouvez faire comme des webinars en direct sur LinkedIn. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On peut faire des sondages. Je pense que tout le monde les a vus, les sondages sur LinkedIn, et ça cartonne toujours autant. On peut faire des vidéos. On peut faire des carousels. Donc, les carousels, c'est, vous savez, les petites images qu'on peut swiper sur la droite. En fait, c'est juste un PDF. Pareil, vous pouvez le faire sur Canva. Vous faites un PDF et en fait, une page correspond à une slide sur LinkedIn. Et en fait, quand vous téléchargez le document, LinkedIn le transforme automatiquement en carrousel. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire un carrousel sur LinkedIn. C'est clairement facile.
Comment booster les publications? Donc déjà, ça va être de trouver un peu votre style, votre ton, la manière d'écrire. Je vous présente 2 personnes que j'adore sur LinkedIn. Vous avez Mélanie Bigot, qui est la snipeuse des fautes d'orthographe, qui en fait écrit des publications pour nous expliquer comment on dit, comment on devrait écrire certaines choses. Donc là, elle avait fait une publication sur est-ce qu'on dit merci pour ou merci de. Et en fait, elle a une manière d'écrire qui va nous donner envie de lire la publication en entier, avec toujours le petit call to action à la fin, où elle nous pose une question, où elle invite à ce qu'on réponde forcément à sa publication. Et à côté, vous avez Nina Ramen, la reine du copywriting, qui, pareil, forme énormément de personnes sur l'art et la manière d'écrire. Pareil, vous voyez qu'elle fait beaucoup de sauts de ligne, qu'elle met des emojis. Et elle, par contre, elle ne met pas automatiquement d'appel à l'action à la fin, même si souvent l'appel à l'action se trouve directement dans son titre. Quand vous voyez Reine du copywriting, mes newsletters pour devenir génial en copywriting, et il y a le lien directement en Bitly. Donc en fait, son call to action se trouve directement dans son titre. En gros, c'est peu importe ce qu'on fait, à un moment donné, si tu veux écrire aussi bien qu'elle, il faut la suivre. Et très souvent, les posts qui fonctionnent sur LinkedIn fonctionnent autour de 3 thématiques. Un, il y a l'accroche. On a une phrase au démarrage qui va accrocher notre intérêt. Donc voilà, il y a 10 ans, un entrepreneur, c'était une personne fauchée, une vie de bohème et des galères. Et Mélanie, c'est est-ce qu'on dit merci pour ou merci de? Ok, le sujet nous intéresse, on va scroller, on va cliquer sur voir plus et on va lire la publication en entier. Comme c'est espacé, comme il y a des emojis, c'est plus facile à lire, c'est plus agréable. Ça permet de reposer un peu les yeux plutôt que d'avoir un gros pavé entier à lire. Voilà, c'est beaucoup plus facilité. Donc, elle développe, et après, il y a le petit appel à l'action. Il est camouflé, en fait, pour Nina, parce que la vie, ce n'est pas entrepreneuriat versus salariat. Elle n'a même pas besoin de poser la question, genre, quel est ton avis? Parce qu'elle sait que rien qu'avec ça, les gens vont laisser un commentaire, parce que c'est une punchline qui cartonne. Voilà, c'est choisir les galères que tu préfères, punchline qui est top, et qui va forcément inviter les gens à mettre un commentaire. Tandis que Mélanie, elle le rajoute un petit peu. Mélanie, elle a même créé son propre hashtag, Mélanie avec un Y, pour qu'on arrête de l'appeler Mélanie IE, j'imagine, et pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à regarder les posts que vous aimez lire et demandez-vous pourquoi vous aimez lire ce genre de publications. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces publications que vous aimez lire en entier et qui vous donnent envie de donner un avis, de poster un commentaire. Et en fait, après, tout doucement, vous pouvez commencer à écrire quelque chose. Alors, on ne vous demande pas de vous transformer en Shakespeare ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'arriver à trouver votre manière d'écrire, pas de manière robotisée. Vous voyez, à chaque fois, on écrit aux gens comme s'ils étaient en face de nous. Et ça aussi, c'est le côté très sympa de la chose. Alors après, c'est à vous de voir si vous préférez tutoyer, vous voyez sur LinkedIn. C'est vous que ça regarde, parce que vous devez être à l'aise avec ça. C'est vous qui écrivez. Moi, j'ai plutôt tendance à tutoyer, parce que je préfère tutoyer les gens. Mais si vous êtes plutôt dans le vouvoiement, vous écrivez avec un vouvoiement. Si vous n'aimez pas les emojis, vous ne mettez pas d'emojis. Si vous n'aimez pas les textes trop longs, vous pouvez faire des textes courts. Tout est possible. C'est à vous de trouver ce qui va faire votre singularité sur LinkedIn et ce qui va faire que les gens vont aussi s'habituer à lire vos publications. Alors là, vous allez me dire, ok Amélie, mais moi, je n'ai pas d'idée de sujet. Si, je vous en partage au moins 15 idées de sujet. Donc, si vous êtes en cours, encore à l'école, vous pouvez parler d'un cours, d'une théorie qu'un professeur aurait présentée et qui vous intéresse. Vous pouvez parler d'une réussite ou d'un échec et de la manière dont vous l'avez vécu. Vous pouvez vulgariser un chiffre, une info financière, une info RH, une info juridique. Vous pouvez parler d'une statistique, ça marche beaucoup ça. 15% des gens, je sais pas, vous inventez pas, vous prenez une statistique qui sort d'une étude et derrière, vous allez développer ce chiffre. Mais du coup, vous avez ce gros chiffre qui apparaît peut-être en image et qui va attirer le regard des gens et qui vont dire « Ah tiens, ça m'intéresse, je vais continuer à lire ». Vous pouvez lancer un sondage, vous pouvez poser une question à votre auditoire, vous pouvez parler d'un sujet métier ou secteur en commençant par pourquoi ceci ou comment cela.
ça fonctionne assez bien. Vous adorez lire des bouquins, vous avez un bouquin qui vous a marqué, et ben hop, vous pouvez faire un retour d'expérience sur ce bouquin. On prend par exemple, alors c'est plus sur Insta qu'il le fait, Bruno Friedlansky, mais c'est souvent, il prend un bouquin et lui, il adore stabiloter ses bouquins. Et en fait, il prend en photo une page sur laquelle il a stabiloté une phrase. Et en fait, c'est le sujet de son post en disant, ben voilà, cette phrase-là, elle m'a marqué pour telle raison, ça évoque ça chez moi, et vous, ça évoque quoi? Donc, ça peut être aussi ça. Vous avez écouté un podcast, vous adorez ce podcast, et ben partagez-le sur LinkedIn. Et on est toujours dans quelque chose qui va être en lien avec votre métier, votre secteur d'activité. Imaginons, vous cherchez un emploi dans la finance, et ben il faut parler finance. Et on ne va pas parler, je sais pas, ramassage des fraises. Non, on est vraiment sur des sujets qui doivent intéresser, on est sur des sujets professionnels. Donc, on est sur des sujets qui vont intéresser votre cible. On est toujours dans cette idée. C'est quel est le besoin de ma cible? L'entreprise dans laquelle j'ai envie de travailler, elle recherche, je sais pas moi, un RH par exemple. Quelles sont ses problématiques RH? Eh ben, je vais m'adresser à cette entreprise, ou en tout cas à toutes les entreprises qui ont besoin d'un RH, et je vais leur évoquer tout plein d'actualités RH pour qu'elles se rendent compte à un moment donné que je m'y connais, ça me passionne et que je peux être la future RH qui recherche. Et c'est la même chose si demain vous cherchez à trouver des prospects. Et ben, je sais pas, demain vous êtes formatrice sur, je sais pas moi, sur du Scrum ou sur ce que vous voulez. Et ben, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez évoquer. Que me dit Damien? Suivant l'audience recherchée, est-il important d'écrire en anglais pour toucher des personnes non francophones? Que pensez-vous de la fonctionnalité de traduction? Et la même question peut effectivement se poser sur le profil. On est toujours sur la cible. En fait, si tu as une cible qui est plutôt francophone, je vais te dire d'écrire en français. Si ta cible à toi, elle est plutôt anglophone, ou dans une autre langue d'ailleurs, l'idée, c'est de l'écrire dans la langue qui va interpeller ta cible. Après, j'ai une amie en ce moment qui fait les posts, qu'elle a autant une communauté française qu'anglophone. Donc, elle fait les posts dans les deux langues, d'abord en français et la suite en anglais. Mais elle a préparé sa communauté en lui disant que désormais ses publications seraient en deux langues, donc elle les a aussi préparées. Après, la fonction traduction, elle est plutôt pratique, très clairement. Mais on écrit quand même dans la langue qui va intéresser sa cible. Ta cible, à un moment donné, elle ne va pas faire l'effort de automatiquement traduire toutes tes publications. Donc, il faut aussi lui faciliter ça pour qu'elle n'ait pas... c'est un peu comme la visite sur un site web. C'est le moins de clics possible pour arriver à ta cible. Bon, là, c'est la même chose. Il faut que la personne qui s'intéresse à toi fasse le moins de clics possible pour arriver à toi. Et je vois qu'Isabelle m'avait aussi mis un petit message avant. Quel impact ont nos relations personnelles, nos proches et judicieux de les avoir dans notre réseau? Ouais, parce qu'ils te connaissent, donc ils peuvent aussi faciliter la mise en relation avec quelqu'un d'autre sans se mettre en porte-à-faux par rapport à tes compétences. Toujours, c'est important. C'est juste l'idée de se dire, tiens, t'es mon ami, je sais pas, tu travailles dans telle entreprise. Est-ce que je pourrais discuter avec telle personne de tel service? Est-ce que tu pourrais en tout cas me faciliter la mise en relation? J'aimerais lui poser des questions sur tel sujet ou telle actualité. On ne se sert pas de ses amis en disant est-ce que tu peux me mettre en relation avec telle personne parce que je cherche un job? Ça ne fonctionne pas. Personne ne vous aidera avec ça. Mais c'est par contre, je voudrais l'interroger ou je voudrais lui poser des questions par rapport à tel sujet. Sinon, je vais vous partager une astuce après. C'est par rapport aux gens qui sont dans votre réseau, comment rentrer en contact avec d'autres personnes grâce à ça. Merci Amélie. De rien. Y a-t-il une fonctionnalité pour identifier des posts qui circulent sur LinkedIn sur un sujet précis? Ouais, je vais en parler juste après. Ah, vous êtes trop impatient en fait. Ok. Si vous manquez d'inspiration dans les sujets, alors je vous en ai partagé 15, mais je crois que j'en ai au moins 100 mois d'avance. Vous avez aussi LinkedIn Actualité. Qui vous permet de voir un petit peu en début de semaine quels sont les sujets qui fonctionnent. Et c'est aussi un très bon moyen de vous faire remarquer de vos cibles, qu'elles soient RH ou clients, en surfant aussi sur la vague des publications sous forme d'actualité que LinkedIn met en avant. Comment on peut optimiser ces interactions? Donc, on peut associer des hashtags à ces publications. Donc, vous pouvez associer 3-4 hashtags à vos publications. Pour savoir quels sont les hashtags qui fonctionnent le mieux, alors c'est comme sur Insta, on va prendre un petit mélange de plein d'hashtags pertinents. Vous avez l'extension sur Google Chrome qui fonctionne très bien, qui s'appelle LinkedIn Hashtag.
et qui vous dit par combien de personnes ce hashtag est suivi. Vous pouvez créer votre propre hashtag si vous voulez vous créer votre propre identité. Et quand vous ajoutez une photo, vous pouvez identifier les personnes depuis cette photo plutôt que d'avoir un pavé d'identification dans la publication. Ce sera toujours plus joli. Et même vous, quand vous répondez à des commentaires, faites attention aux mots-clés que vous allez utiliser parce que, pareil, l'algorithme de LinkedIn va référencer la publication, donc les mots-clés de la publication, mais aussi les mots-clés qui sont dans les commentaires. Donc, ça peut être aussi un bon moyen de vous faire repérer par d'éventuels prospects aussi. 4 petits hacks. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, donc ça va, on est dans les temps. On ne sait jamais. Oups. Le premier petit hack que je voulais vous partager, c'est la recherche justement par hashtag. Vous pouvez la faire directement depuis LinkedIn. Quand vous êtes sur votre page d'accueil LinkedIn, vous avez sur la gauche les hashtags suivis. Sinon, si vous n'avez pas encore, si vous ne suivez pas vous-même encore des hashtags, vous allez sur une publication qui comporte des hashtags. Vous cliquez sur un hashtag et automatiquement, LinkedIn va vous amener sur cette page qui va vous dire, tiens, par exemple, le mot DRH est suivi par plus de 23 000 personnes et va après, avec le petit clic droit, le petit bouton, les 3 petits points, c'est découvrir d'autres hashtags et va vous inviter à découvrir d'autres hashtags et c'est là que vous allez pouvoir vous aussi taper d'autres hashtags et voir quels sont les hashtags qui sont suivis, lesquels vous pouvez utiliser pour toujours vous valoriser et vous mettre en avant. Typiquement, pareil, je reprends l'exemple, vous êtes formateur en Scrum, vous voulez absolument vous faire connaître de la communauté, si vous mettez ce hashtag, vous verrez si c'est un hashtag qui est très suivi ou pas, et potentiellement, vous allez vous faire repérer de toute la communauté qui utilise ce hashtag et qui suit ce hashtag. Parce que quand on met des hashtags dans nos publications, cette publication est aussi remontée auprès de, justement, si je mets un hashtag DRH, ma publication va être remontée auprès des 23 390 abonnés à ce hashtag. Donc, c'est ça aussi qui va être intéressant. L'autre fonction qui est ultra importante, c'est la recherche par mots-clés. Donc là, j'ai fait par exemple une recherche par mots-clés pour une recherche d'emploi, mais vous pouvez la faire pour faire de la veille, pour trouver des clients, des prospects de la même manière. Toujours dans le moteur de recherche de LinkedIn au tout début quand vous êtes sur LinkedIn. Là, par exemple, j'ai mis CDI, Paris, marque employeur. J'ai cliqué sur poste. Quand vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez chercher des personnes, des entreprises, des formations, des groupes, des personnes, des événements. Là, on crée poste. Alors, ça peut être poste ou contenu si on le fait depuis un smartphone. Vous pouvez mettre aussi en fonction de la date. Et là, je vais voir qu'en fait, par exemple, Célia, elle a partagé une offre d'emploi d'un chargé d'action école et marque employeur en CDI sur Paris. Et en gros, c'est quoi? C'est des personnes qui, plutôt que de mettre des offres d'emploi dans l'onglet emploi de LinkedIn, vont mettre des publications directement sur leur moteur, sur leur profil. Et en faisant la recherche par un mot-clé, vous allez pouvoir trouver un pléthore d'offres d'emploi qui sont cachées sur LinkedIn, qui ne sont pas forcément visibles, alors qu'en fait, elles sont là à portée de main et ça va vous permettre de rentrer en contact en direct. Donc là, en fait, c'était Célia qui partageait le post de Julia. Et grâce à ça, ça permet de trouver l'offre d'emploi de Julia. En plus, c'est des personnes, toutes les deux, elles sont dans mon réseau numéro 2. Donc de base, je n'aurais pas dû tomber sur leur publication. Mais grâce à la recherche par mots-clés, je tombe dessus et je peux soit relayer l'info à une personne, soit, si je suis en recherche d'emploi, postuler en direct. Et pareil, là, on voit Mohamed qui est pourtant dans mon réseau. Mais comme moi, je suis des personnes qui publient régulièrement, donc du coup, il se peut que les posts de Mohamed, je ne les vois pas. Et dans ces cas-là, je fais une recherche par mots-clés et ça me permet de retrouver ces publications et de ne rien louper. Donc ça peut être aussi une petite habitude à prendre. Une fois ou 2 fois par semaine, une petite recherche par mots-clés pour voir un petit peu, soit pour faire de la veille, soit pour trouver des offres d'emploi qu'on n'aurait pas vues autrement. Ensuite, on a les groupes et c'est là où on va pouvoir hacker un petit peu LinkedIn de manière intéressante. De base, si vous êtes sur LinkedIn sans abonnement premium, donc avec un abonnement gratuit, en mettant un profil gratuit, vous allez être limité dans le nombre de mises en relation que vous pouvez faire. Là, l'idée, ça va être justement de passer outre cette limitation que nous met LinkedIn entre les pattes. Comment on peut faire? Plusieurs possibilités. Donc, la première, c'est les groupes. Pareil, moteur de recherche de LinkedIn, j'ai tapé le mot ressources humaines et j'ai cherché le mot groupe. Je n'ai pas cherché une personne, je n'ai pas cherché une publication, j'ai cherché un groupe. Là, LinkedIn me dit qu'il y a 807 groupes qui existent avec le mot ressources humaines. OK. J'ai pris du coup le groupe DRH, Direction des ressources humaines. J'ai demandé à l'intégrer, c'est gratuit. Et dès lors que la personne qui gère ce groupe m'a accepté,
eh bien, je vois qu'il y a 16 450 membres. Okay, on peut aussi les voir à l'extérieur. Là, DRH, il y a 16 450 membres. RH, emploi RH, il y a plus de 142 000 membres. OK. Une fois que je suis à l'intérieur, je vois donc qu'il y a 16 450 membres. Eh bien, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a le mot message à côté de chacun d'eux. Ce qui veut dire que je peux écrire à 16 450 personnes sans être limitée par LinkedIn. Et ça, c'est juste waouh. Donc, soit je le fais à la main parce que je vais regarder un petit peu, tiens, qui sont les profils qui m'intéressent et avec qui j'ai envie d'échanger. Soit je le fais de manière un peu automatique avec Phantom Busters, ce que font tous les marketeurs et les gros hackers pour essayer de vous vendre des trucs. Mais l'idée, c'est que là, vous allez pouvoir trouver vos cibles des personnes qui vous intéressent. Toujours, si elles sont en réseau numéro 2, ça veut dire qu'il y a une personne en commun dans votre réseau. C'est-à-dire une personne que vous avez dans votre carte d'adresse. Par exemple, je prends l'exemple de Frédéric Boissard ici, qui est dans mon réseau numéro 1. Ben, peut-être que Frédéric, lui, est en contact avec Muriel, juste au-dessus, qui est dans mon réseau numéro 2. C'est-à-dire que si je vais sur le profil de Muriel, je vais voir qui on a en commun, elle et moi. Et peut-être que je vais voir le nom de Frédéric. Donc, soit je passe par Frédéric pour entrer en contact avec elle, soit j'écris à Muriel en disant « Bonjour Muriel, nous partageons le même intérêt pour les groupes RH, blablabla. Je vois également que nous sommes en commun avec Frédéric. Avez-vous suivi son dernier webinar? Qu'avez-vous pensé de sa dernière publication ?» Voilà. L'idée, c'est que je vais trouver un moyen de rentrer en contact avec elle et de lui poser une question. Je ne vais pas lui parler de moi dans un premier temps, je ne vais pas lui vendre mon CV ou lui vendre un produit. Je vais d'abord lui poser des questions et m'intéresser à elle. En m'intéressant à elle, elle va me trouver beaucoup plus sympathique et du coup, elle va avoir envie de me répondre et on va créer un échange qui va du coup être bienveillant. Et à un moment donné, forcément, elle va s'intéresser à moi, mes produits, mes services, et je pourrais peut-être lui vendre quelque chose. Ou lui envoyer un CV si je suis à la recherche d'un emploi. Donc voilà l'idée de comment je peux approcher les gens, notamment par les groupes, soit parce qu'on partage le même intérêt pour un métier ou un secteur, soit parce qu'on a une personne en commun et on peut rebondir là-dessus sans embêter la personne qu'on a en commun. Si la personne que vous avez en commun est un ancien collègue et que vous n'avez pas envie de le déranger, eh ben, quand vous allez aller sur le profil de la personne en question, vous allez voir qu'elle est en contact avec votre ancien collègue. Donc, ça peut être la manière de l'approcher en disant, ben voilà, je m'intéresse beaucoup à votre métier ou à votre secteur d'activité. En plus de ça, j'ai vu que vous connaissiez aussi Trucmuche. J'adorerais pouvoir discuter avec vous. D'ailleurs, êtes-vous au courant de la dernière innovation ou de la dernière actualité Comme ça, la personne va avoir envie de rentrer en contact avec vous. Même chose pour les événements, on peut hacker de la même manière les événements. Sur LinkedIn, toujours, moteur de recherche, j'ai tapé le mot ressources humaines. Cette fois-ci, je cherche des événements. LinkedIn me dit qu'il y en a 54 des événements autour des ressources humaines, en tout cas avec ce mot-clé. Ce qui veut dire que quand je vais regarder, par exemple, je sais pas moi, comment piloter vos ressources humaines avec la GTA, et ben, si je rentre dans l'événement, je vois qu'il y a 140 participants. Si je clique sur « ça m'intéresse » ou « je m'inscris », la personne va soit elle fait un live, un webinar en direct sur LinkedIn, soit elle va m'envoyer un lien pour un Zoom, un Teams ou que sais-je. Mais dès lors que je fais partie des participants, et ben, du coup, j'ai accès à tous les autres participants de ce webinar, de cet événement. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a une entreprise cible, une personne cible à l'intérieur. Voilà, par exemple, je veux bosser avec des RH qui s'intéressent à la manière de créer des OKR, donc des manières de faire des KPI un peu en RH. Et ben, parce que je veux échanger avec eux ou parce que moi aussi je veux trouver un job en RH, je vais pouvoir discuter avec les 84, c'est 84, les 84 participants et pouvoir voir s'il n'y a pas des opportunités aussi chez eux à un moment donné. Donc, voilà comment vous pouvez hacker facilement les groupes et les événements, que ce soit pour trouver des clients ou trouver des gens qui recrutent, ou en tout cas, vous trouvez vos cibles auprès desquelles vous dites, tiens, je veux bosser avec eux, mais je vais voir comment je peux les approcher, plutôt que de les approcher en direct, ce qui n'est pas forcément toujours ultra ouf. 5, comment on va contacter un manager ou un RH en direct. Ça pourrait être la même chose si on cherche des clients, c'est le même principe. Je vous ai mis 3 petits messages types. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est je m'intéresse à la personne pour qu'elle s'intéresse à moi en retour. Donc, ça peut être bonjour, j'ai adoré votre dernier post sur tel sujet qui me conforte dans l'idée que machin truc. J'aimerais en discuter autour d'un café virtuel. À bientôt pour échanger. OK. Premier message, on n'est pas là pour lui vendre un truc, on n'est pas là pour lui balancer un CV, on est là pour faire connaissance, on aime tous les deux quelque chose.
Le troisième message, c'est par exemple, j'ai pris mon courage à deux mains pour vous écrire. J'imagine sans difficulté que vous êtes très sollicité. Je lis ici et là des avis différents sur tel sujet, mais personne ne semble d'accord. Quel est votre avis sur le sujet avec votre expérience et expertise? Merci pour votre retour. Voilà. Là, on flatte un peu l'ego de la personne. On se dit que c'est peut-être un influenceur, un expert, un leader d'opinion et qu'il n'aura peut-être pas forcément beaucoup de temps à nous accorder. Donc, en flattant un peu son ego, on a un peu plus de chances d'avoir une réponse. Et sinon, le deuxième, c'était, pardon, je perds ma voix. Bonjour, nous sommes tous les deux membres du groupe voilà, RH. Je m'intéresse au sujet de la marque employeur. Auriez-vous des conseils à me partager? Au plaisir d'échanger. On est toujours dans je m'intéresse à vous. Vous êtes un expert en RH, en finance, en ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des avis, des infos, des conseils, des astuces à me partager pour que je puisse le mettre en place dans mon entreprise, pour que je puisse aussi améliorer mes connaissances sur le sujet? Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être très intéressant autour de ça. Toujours dans l'idée, je m'intéresse à l'autre et je ne lui balance pas un CV ni une propale en disant que ma startup a sorti un produit miraculeux et qu'il faut absolument l'essayer. Non, ça ne fonctionne pas. Autre exemple, imaginons Benjamin Perret, qui est dans mon réseau numéro 2. Il est directeur de la com chez Fnac Darty. J'ai très envie de travailler avec lui. Mais Benjamin Perret, j'ai vu à travers son actualité qu'il n'est pas très présent sur LinkedIn. Il doit peut-être liker un truc une fois tous les 6 mois. Donc, ça veut dire que si je lui envoie une demande de contact, il y a peu de chances qu'il me réponde. Donc, je peux essayer de rentrer en contact avec lui, avec mes contacts en commun. Donc là, je vois que j'en ai 22. Donc, soit je passe par mes contacts en commun pour qu'ils essayent de me mettre en relation avec lui, sauf que eux, ils vont peut-être essayer de me mettre en relation par LinkedIn, sauf que si lui n'y est pas, ça va être un peu, je vais faire un peu chou blanc. Donc, sinon, je vais leur demander de me mettre en relation par un email. Peut-être, on peut essayer ça. Mais imaginons que mes contacts en commun ne soient pas très cool avec moi et il n'ait pas envie de me mettre en relation avec Benjamin Perret ou qu'il ne soit pas très réactif et que moi, ce soit un peu pressé d'envoyer un message à Benjamin Perret. Il existe une autre solution bien plus efficace qui est donc deux petits outils qui vont vous permettre de trouver les adresses email directement de Benjamin Perret. Donc, le premier outil que je vous partage, c'est hunter.io. Donc, c'est un site internet. Quand vous allez sur hunter.io, Hunter va vous demander d'abord de mettre le nom de domaine de la boîte. Moi, c'est Benjamin Perret de fnacdarty.com. Donc, le site, c'est fnacdarty.com. Ensuite, Hunter me demande qui est la personne que je recherche. Moi, je cherche Benjamin Perret. Et hop, vous voyez en dessous que Hunter m'a trouvé l'adresse email de Benjamin Perret. On a un petit fanion vert à côté, ça veut dire que l'adresse email est disponible sur Internet et donc c'est comme ça que Hunter a trouvé l'adresse email. Si le fanion était orange, soit Hunter n'a pas trouvé l'adresse email directement de Benjamin Perret, mais a trouvé l'adresse email d'une autre personne chez Fnac Darty et donc se dit que le pattern, la manière de construire l'adresse email est la même et donc forcément on me trouve l'adresse email de Benjamin Perret, ou alors il a fait une supposition que c'était telle adresse email. Si c'est rouge, ça veut dire qu'on n'a pas d'adresse email, que c'est très bien verrouillé par l'entreprise et qu'il n'y a rien qui traîne sur Internet. Si jamais vous n'y arrivez pas, du coup, vous avez scrap.io qui est une extension sur Google Chrome qui va vous permettre de trouver jusqu'à 150 adresses email par mois, tandis que Hunter, c'est 25 adresses email gratuites par mois. Sinon, il faut prendre un abonnement payant. Mais déjà, avec ça vous fait plus de 175 adresses email à trouver par mois. Il y a de quoi faire. Les commerciaux utilisent souvent aussi Drop Contact qui permet de trouver adresse email et même téléphone. On a aussi Lusha, L-U-S-H-A, qui permet de trouver les portables des personnes. Donc, si on n'a pas envie de passer par l'email et qu'on a envie d'envoyer un SMS direct, why not, quoi. Voilà un petit peu les outils. Donc là, ça vous permet soit d'écrire en direct à la personne, soit de lui, alors pas de lui envoyer un CV, mais d'aller s'intéresser à elle directement sur sa boîte mail. Il y a aussi des gens qui laissent leur adresse email dans la partie info aussi. Donc après, à vous de voir comment vous pouvez collecter les adresses email. Mais sinon, passer par les groupes ou par les événements, c'est un très bon moyen d'échanger avec les gens. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Comme ça, on peut vraiment échanger sur la fin du webinaire. Hop, je repasse ma tête. Ce sera plus sympa. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? En termes de quoi? Je sais pas moi, les maladresses, les trucs qui, comme diraient mes enfants, font boomer, quoi.
Alors, ça va être les trucs très clivants, c'est-à-dire qu'on ne va pas opposer par exemple, l'opposition junior-senior, c'est ultra clivant, à moins de vouloir faire un post très putaclic, il n'y a pas d'intérêt. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de faux pas sur LinkedIn. De base, je recommande de ne pas parler de politique ou religion sur LinkedIn, parce que forcément, on ne peut pas mettre les gens d'accord et qu'on aura toujours une personne qui ne sera pas d'accord avec nous. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de faux pas. On peut tout se permettre. Alors après, par contre, ce que l'algorithme ne va pas aimer, plus que le côté humain, ça va être, tu décides de publier quelque chose, tu te rends compte que tu as fait une coquille dans ta publication et tu la remodifies tout de suite, l'algorithme va te pénaliser par rapport à ça. Parce que justement, il va voir que tu as modifié le contenu et donc il va moins donner de portée à ta publication. Moi, je le vois quand je fais une publication avec ou sans modification. S'il y a une modif que je peux corriger et que je la modifie, forcément, je vais perdre 50% en termes de portée directe. Donc, donc, souvent, c'est pour ça que les gens laissent des fois les fautes d'orthographe ou les fautes de grammaire sur leur publication, parce qu'ils savent que s'ils y touchent, c'est presque la mort assurée à la publication. Donc ça, c'est le truc à pas faire, c'est soit bien se relire, soit si on a une coquille, tant pis, on n'y touche pas. Moi, par exemple, dans les sondages, s'il y a une coquille sur un sondage, tu peux pas la modifier. Tu peux même pas retourner sur ta publication, sur les questions de ton sondage pour les modifier. Moi, je sais que dans mon dernier sondage, j'ai fait depuis mon téléphone et du coup, mon traducteur a modifié un mot et il me l'a mis en autre chose et j'ai pas fait gaffe, j'ai publié mon sondage et j'ai une personne qui m'a fait il faudrait aussi prendre un cours d'orthographe et je dis ouais, merci pour la bienveillance parce que voilà, on peut pas modifier les sondages. Donc voilà, c'est la petite chose à pas faire, ça va être de modifier les publications. Ou alors ce que l'algorithme ne va pas aimer, c'est si on publie trop de fois dans la même journée. Généralement, on recommande toujours de faire maximum une publication par jour si on veut avoir suffisamment de portée. Parce que si, imaginons, tu as 500 personnes en contact sur LinkedIn, donc dans ton réseau, tu en as 500, tu fais une publication, LinkedIn va ouvrir la visibilité de ta publication qu'à un tiers de ton réseau. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les personnes que tu as dans ton carnet d'adresse ne vont pas le voir tout de suite que tu as publié. Donc, si le premier tiers commence à liker, à commenter et à réagir à ta publication, LinkedIn va commencer à l'ouvrir encore un peu plus en disant « Ah tiens, a priori, sa publication fonctionne bien, c'est intéressant. Allez, j'ouvre encore un peu plus. » Et c'est vrai que s'il n'y a pas de likes, s'il n'y a pas de commentaires, sur ta publication, LinkedIn se dit oh non, finalement, sa publication, c'est pas terrible, donc je la cache des autres membres de son réseau ou je la rends visible qu'au bout de 3 jours, 1 semaine, voire 10 jours, ce qui est juste hallucinant. Donc ça, c'est aussi se dire, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une communauté qui est cohérente, parce que si on publie sur un sujet qui n'a rien à voir avec les gens qu'on a en communauté, forcément, ils ne vont pas interagir et donc ta publication ne va pas fonctionner. Et donc, pour revenir au premier sujet, j'ai publié, je sais pas, à 9h une publication. Donc, j'ai mon premier tiers qui commence à réagir. Et puis, je sais pas, j'ai quelqu'un dans ma boîte qui me dit « Ah, Amélie, on a un super truc, il faut absolument que tu communiques dessus. » Et je me décide, je sais pas, à 11h ou à 14h de faire une deuxième publication dans la journée. Ce qui veut dire que ce créneau que LinkedIn avait prévu pour peut-être ouvrir ma publication à d'autres personnes de ma première publication, en fait, elle va le réserver à ma seconde publication. Donc, en fait, ma première publication, sa visibilité va se restreindre et je vais avoir un début peut-être de visibilité pour ma deuxième publication dans la même journée. Et c'est aussi pour ça qu'on voit souvent les posts aux US, ils n'ont pas forcément beaucoup de likes sur leurs posts parce qu'eux, ils publient 10 fois dans la même journée. C'est comme si c'est à l'époque de Twitter, quoi, pour beaucoup de posts américains. On publie toutes les heures du contenu. Et c'est pour ça qu'il y a même des gens qui ont un réseau de dingue, n'ont peut-être que 5, 20, 50 likes, parce que comme ils publient beaucoup trop, l'algorithme est obligé de diviser toute leur communauté en fonction du nombre de publications. Donc, on va publier, moi, je suis passée là depuis pas longtemps à 2 fois par semaine, ce qui est déjà pas mal pour laisser de la portée aussi à la publication. Parce que LinkedIn va voir, en fait, si on publie 2 fois par semaine, à chaque fois, le post, elle va le faire vivre sur le laps de temps où elle sait que je ne republie pas derrière. C'est-à-dire que si elle sait que je publie 1 fois toutes les semaines, elle fait en sorte que mon post ne vit qu'une fois que toute la semaine, puisque je publie qu'1 fois par semaine. Si je publie tous les jours, elle sait que mon post ne va vivre qu'une journée. Et donc, elle va lui donner une fin de vie, une fin de visibilité sur la fin de journée jusqu'à ma publication suivante. Je ne sais pas si j'étais claire. Okay.
Et du coup, par rapport à ça, sur le sujet que c'est important pour la visibilité que les réactions aient lieu assez tôt, moi, je voulais penser du coup à… On connaît dans notre réseau tous des personnes qui sont plus ou moins réactives. Et donc, les taguer pour être sûr… En fait, comment on peut être sûr qu'ils le voient? En fait, forcer un peu qu'ils fassent bien partie du premier tiers qui est exposé parce qu'eux, ils vont générer de l'interaction et que du coup, ça va bouger. Tu peux leur poser une question directement dans ta publication. Tu peux faire j'ai 3 questions à mes experts réseau, tiens, un tel, tu penses quoi de ça? Tu en tagues un deuxième sur une autre question et un troisième encore sur une troisième question. Ou alors tu le fais en commentaire. Tu fais 3 commentaires et tu poses une question à chacun en commentaire. Ça peut être ça aussi. Donc soit ça, dans la publication, soit en commentaire. Et ça, c'est pas pénalisé, entre guillemets, par LinkedIn de faire 3 commentaires soi-même sous son propre post. Non, tu verras que la plupart, ils likent même leur propre publication. Donc, et en fait, plus une publication, enfin, plus un commentaire d'une publication est liké, plus il apparaît en haut, en fait, des commentaires. Donc, souvent, dans les entreprises, on va te dire, bah, tiens, like surtout ce commentaire, parce que, je sais pas, moi, c'est là où les gens vont aller télécharger le livre blanc. Donc, il faut surtout que ce soit ce premier commentaire qui soit visible. Donc, tout le monde va liker le premier commentaire. Donc, non, c'est pas LinkedIn là-dessus. D'accord. D'autres questions? J'ai d'autres questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Mais si, vas-y. Bah, écoute, il n'y a personne qui parle. Donc, Parce que du coup, il y a aussi des personnes qui, j'ai l'impression, taguent des gens sur des photos. Ouais. Mais du coup, ça apparaît pas dans les notifications, mais ça fait qu'ils les ont quand même dans leur flux de messages. Enfin, j'étais pas très claire sur comment ça fonctionne. Alors, si, en fait, quand tu fais une publication, donc tu écris ton texte, je sais pas, imaginons tu veux justement taguer les membres de ton réseau, mais de manière un peu discrète. Donc, tu mets une photo et tu vas les taguer eux sur la photo. D'accord. Comme ça, leur nom ne va pas apparaître ni dans la publication, ni dans le commentaire. Et en fait, quand tu les tagues sur la photo, en fait, c'est juste si la personne survole la photo qu'on va voir les tags, mais sinon, on ne va pas faire gaffe. Mais eux vont quand même recevoir une notification en disant qu'ils ont été tagués sur une publication. Mais c'est juste que le tag est plus discret. Oui, c'est ça. Et ça évite, parce qu'on en voit plein qui mettent 50 tags de personnes, ils taguent tout leur réseau en espérant avoir un like, et bon, ça… on n'est pas toujours très fan, quoi. Moi, je sais qu'il y a des publications où je retire parce qu'en fait, quand tu es trop sollicité, des fois, il y a des gens, je ne les connais même pas et ils mettent mon nom pour justement avoir un like ou un commentaire de ma part. Mais si je ne les connais pas, que je n'ai jamais échangé avec eux et que je trouve que la publication n'a aucun intérêt, je peux, moi, avec les 3 petits points sur sa publication, retirer la notion, la mention de mon nom pour plus recevoir les notifs. Parce que sinon, à chaque fois que quelqu'un like ou commande la publication, je reçois les notifs. J'en reçois déjà pas mal comme ça. D'accord. Il faut limiter les dégâts. Ouais. Mais du coup, la photo permet de taguer de manière plus discrète. Et en termes de… ça m'intéresse beaucoup l'audience, parce que j'ai bien compris que l'algorithme était… C'était important de bien comprendre. Ouais. En termes de recommandations, à quelle heure ou quel jour poster. Enfin, pareil, j'ai entendu plein de choses. Pour le coup, c'est pas pour reprendre le message que tu disais pour rentrer en contact avec quelqu'un, mais j'ai entendu beaucoup de choses différentes. Qu'en penses-tu, toi, de ton expertise? Il n'y a pas de créneau horaire ou de jour meilleur. En fait, c'est toi qui vas construire ta communauté. Et donc, en fait, c'est toi qui vas habituer ta communauté à publier tel jour, à telle heure. Ou il y en a plein que tu les vois, les enquêtes, qui te disent « Ouais, surtout ne publiez jamais le week-end. » Oui. J'adore publier le week-end, moi, tu vois. Ouais. Je fais des lives le week-end et les gens sont bien plus posés. Alors, je ne vais peut-être pas publier à 9h du mat parce que je me dis que les gens sont encore couchés. Donc, je vais publier peut-être plus vers 11h ou en début d'après-midi. Mais parce que les gens sont un peu plus chill. Donc, en fait, c'est juste des fois du bon sens de dire, bah, tiens, les gens sont où et à quelle heure? Bah, le matin, entre vers 8h, 9h, ils sont soit dans les transports, soit dans leur voiture. Donc, peut-être qu'ils ont un petit peu plus de temps pour répondre à un commentaire ou voir quelque chose. Mais après, si on est 10 000 à publier tous les lundis à 9h, bah, notre publication va être moins visible aussi. Ouais. Donc, c'est toujours l'idée de se dire, bah, tiens, il n'y a pas de formule magique sur faut publier tel jour à telle heure. Ça, il n'y a pas. Les 7 jours de la semaine peuvent fonctionner. C'est juste une habitude à prendre. Et après, c'est comment ta communauté va te suivre et va être alertée de tes publications. Donc, c'est aussi les inciter à activer la petite cloche pour qu'ils reçoivent une notif quand tu publies. Mais si tu me dis, bah, moi, j'ai envie de publier
je sais pas, tous les jours à 14h, c'est toi qui vas donner le là à ta communauté. Et du coup, tu vas communiquer dessus. Genre, pour ne pas louper mes posts, bah, c'est tous les jours à 14h. Toi, tu peux faire aussi un truc là-dessus et du coup, les gens savent que pour voir ta publication, c'est à 14h. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règles et toutes ces enquêtes, genre, il faut mieux... Non, du bullshit. Et, bonjour Amélie et merci pour cette présentation. Est-ce qu'on peut programmer un post? Ouais, mais pas sur LinkedIn. Faut utiliser des outils à côté. Nous, on est sur Agorapulse et en fait, on va programmer. Alors, on programme sur les pages. Moi, sur mon profil, je refuse toute automatisation. Mais on peut programmer une publication avec ou sans photo. On ne peut pas encore programmer de sondage. On ne peut pas forcément encore programmer non plus les carousels. Donc, c'est surtout les publications classiques qu'on peut programmer. Donc, ça, c'est tous les éditeurs, tous les outils un peu de com des community managers sont autorisés sur LinkedIn. Alors, il y a eu des bruits comme quoi le fait d'automatiser une publication, LinkedIn n'était pas très fan. J'ai pas vu de retour négatif par rapport au reach et aux chiffres qui diraient le contraire. Donc, pour l'instant, j'y crois pas trop. Ok, très bien, merci. Alors, je vois que dans la discussion, il y a aussi Sabine. Y a-t-il une façon particulière de refléter une recherche de poste à temps partiel? Tu peux le mettre dans ton titre, tu peux le mettre dans ta rubrique info. Dans la rubrique info, tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es ouverte aux opportunités, mais à temps partiel, que tu as envie. Alors après, tu peux le dire, j'ai envie d'accorder aussi du temps à ma famille, à moi, et pour cela, je me donne simplement X heures par semaine à mon futur employeur. Enfin, ça peut être juste ça, en fait. Il y a toujours une manière de le dire, de l'expliquer, de l'argumenter, qui fait que les gens vont te suivre, et en fait, tu en as plein qui cherchent des boulots à temps partiel. Même si les offres d'emploi qu'on voit, elles ne sont pas souvent affichées à temps partiel. Mais sinon, il faut regarder dans les emplois en 100% télétravail, tout ce qu'on appelle les full remote. J'avais fait une publication il y a quelques mois, je crois, où j'avais partagé une vingtaine ou une trentaine de sites internet avec des entreprises qui ne recrutent que à distance. Donc là, l'avantage de bosser à distance, c'est que c'est toi qui décides du temps que tu accordes. Donc ça peut être aussi une possibilité. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi qui mettent temps partiel. C'est un truc à développer, ça. Merci beaucoup. De rien. Quelle est la section entre entre les infos, le résumé, les expériences, les compétences auxquelles les chasseurs de tête sont les plus attentifs? Ça va dépendre d'un chasseur de tête à un autre. La chose, en tout cas, Alors, chasseur de tête francophone ou plutôt étranger? Les deux questions sont ouvertes. Parce que les deux ne réagissent pas de la même manière. S'il y a une différence, alors les deux questions sont ouvertes. Ok. Bah oui, parce que le recruteur franco-français, il est plein de biais au recrutement et qu'il n'a pas forcément été bien formé au recrutement. Donc, on n'a pas forcément les meilleures pratiques pour beaucoup. Le recruteur français, lui, ce qu'il va regarder, ça va être ton titre. Donc, pour qu'il comprenne, en fait, souvent, le français veut absolument retrouver le même titre que sur son offre pour être sûr que tu recherches vraiment la même chose. Après, on va lire rapidement la partie info pour comprendre un peu qui est la personne. Et derrière, c'est la partie expérience. C'est-à-dire qu'il veut comprendre la logique du parcours par rapport au poste qu'il va proposer. S'il est curieux, il va aller regarder ton actualité, savoir ce que tu as liké, commenté, les choses que tu aurais potentiellement toi écrit, ce qui peut lui donner aussi des idées sur tiens, tu es vraiment passionné par ton métier, tu communiques dessus, tu es quelqu'un d'ouvert à l'innovation, à des outils ou quoi que ce soit, ça tombe bien, c'est pas aussi par rapport à ça qu'il veut te recruter, ça va montrer toute ta curiosité intellectuelle à travers ton actualité. Donc, s'il est vraiment lui aussi curieux, il va aller creuser là-dessus. Il va regarder aussi dans quel groupe tu es. C'est vraiment s'il est très très curieux pour arriver à te cerner un peu sur LinkedIn. S'il est encore très 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 curieux, il va utiliser quelques extensions Chrome pour savoir sur quel autre réseau tu es présent, qui permettrait de faire le lien entre je sais pas, ton profil LinkedIn, ton Insta, ton Facebook, ton Twitter, ce genre de choses.
Oui, j'adore les extensions Chrome. Google est mon ami. Le recruteur anglophone, parce que ça va être plus celui-là que je vais connaître, il va regarder la même chose, mais il va être quand même plus dans l'échange et dans la curiosité. C'est-à-dire que même si tu n'es pas dans le métier même, il va être ouvert sur la partie compétences et soft skills beaucoup plus que le recruteur français aujourd'hui. Le recruteur français, on le voit bien, hein, on est toujours, la plupart, c'est je recrute le mouton à 5 pattes, il faut qu'il vienne du même métier, du même secteur d'activité. Quelqu'un qui aurait pas fait la même chose pendant 5 ans, on va se poser des questions. Le recruteur anglophone, il se pose beaucoup moins de questions et c'est, OK, je sens un potentiel dans cette personne, je vais lui poser la question, je vais lui dire, tiens, est-ce que ce type de job, tu es capable de le faire ou pas? Tandis qu'un recruteur français, il ne te posera pas la question, il restera sur son impression que tu n'es pas capable de faire le job et il ira voir ailleurs. Et donc, il passera à côté peut-être d'une pépite. Okay. Merci. De rien. Je suis désolé, moi je vais être obligé de vous abandonner parce que j'ai un truc qui commence à 14 heures précises. Donc merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, un webinaire vraiment super. Merci. Puis n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Forcément. Ça marche. S'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas parce qu'effectivement, en 2 minutes, il sera 14 heures. J'ai encore 2 questions. Mais... Je le voyais bien, Hélène. Hein. Je me disais, où Hélène, je ne veux pas prendre. Vas-y. J'ai une question, c'est toujours sur l'audience, le reach. Et je vais partir de mon exemple. Donc, moi, je suis bénévole pour une association et en plus de ça, j'ai mon activité. Et notre association, elle organise des événements. Donc, régulièrement, les personnes de l'association me demandent, est-ce que tu peux inviter sur les événements les personnes de ton réseau? Donc, j'essaye de le faire avec du bon sens et en me disant aussi à qui ça peut intéresser, voilà. Mais je me demandais comment, du coup, c'est pris en compte par LinkedIn sur mon activité, en fait, parce que ça n'a parfois absolument rien à voir avec les sujets qui m'intéressent moi, à part que c'est cette association-là et que c'est là où je suis engagée. Voilà. LinkedIn va te référencer sur les deux, en fait, parce que par rapport à tout ce que tu vas publier, il va repérer des mots-clés qui reviennent régulièrement, donc tant sur ton activité que sur la partie associative. Et donc, potentiellement, il peut aussi te présenter des publications qui peuvent t'intéresser en lien avec l'association. D'accord. Ça peut arriver. Après, si ce n'est pas tout le temps, c'est pas très grave. Non, c'est une fois par mois quand même, toute l'année. Donc, ouais. Si l'entreprise organise des événements, elle peut créer. Déjà, il faut qu'elle ait une page sur LinkedIn pour. Oui, elle a sa propre page. Oui. Et ça va être d'inviter les gens qui suivent la page à participer à l'événement. Oui. Ce sera intéressant. Voilà. Ou ça, c'est la première étape, mais pour ouais. maximiser le nombre, en fait, les différentes personnes qui sont impliquées dans l'association, on nous sollicite aussi sur ça, ce qui est très chouette. Hein, mais... Alors sinon, parce que si tu n'es pas sûr que ta communauté soit réactive par rapport à cette action associative, tu peux aussi aller sur des groupes qui s'intéressent aux mêmes choses que l'activité de l'association, oui. Et avec un petit Phantom Buster, qui est un petit outil magique que tu vas adorer quand tu vas le découvrir. Tu peux l'utiliser en partie gratuitement. Et en fait, sur Phantom Buster, tu vas pouvoir envoyer des scénarios, un petit robot sur les groupes qui ont le même lien que ton assos, et pour inviter à un événement. Et donc, du coup, ce n'est pas toi directement, mais c'est ton assos qui invite via un Phantom Buster. Donc, ça peut être ça. Et du coup, ça t'évite, toi, de polluer potentiellement ta communauté. Voir Arnaud qui a mis sa caméra, il a peut-être envie de me dire quelque chose. Ouais, une question, tu l'as peut-être expliqué, je n'ai pas retenu. Pourquoi est-ce que tu mets, par exemple, sur ton dernier post, là, je viens de te suivre, tu mets un téléchargement en commentaire et pas dans le post initial? Mon dernier post, que j'avais fait un carrousel. Et c'est vrai que parce que j'ai totalement zappé de mettre le lien dans la publication. J'aurais pu mettre le lien dans la publication directement. À une époque, LinkedIn n'aimait pas les liens dans les publications, mais aujourd'hui, ça les embête absolument plus. Parce que avant, quand ils n'aimaient pas, c'était parce que quand tu cliquais sur le lien, tu sortais de LinkedIn. Et donc, forcément, LinkedIn n'aimait pas ça. Maintenant, quand tu mets un lien, mine de rien, le lien s'ouvre en restant sur la plateforme LinkedIn. Donc, ça les dérange plus. Mais c'est juste que j'ai zappé et que là, c'était typiquement une publication sponsorisée pour un client. Et du coup, je l'ai vite rajouté en commentaire. Ok. Et donc, du coup, si on oublie quelque chose dans son post, plutôt que de le modifier, on le met en commentaire. Ouais. Okay. Très bien, merci.
De rien. Je vois qu'il y a des petits messages aussi. Y a-t-il qu'est-ce que j'ai? Non, y a-t-il une façon particulière? Ça, on l'a vu. Bah, il y en a plus qui me disent merci. Bah, pas de souci. Merci à vous. Plus d'autres questions? Donc maintenant, vous n'avez plus peur d'écrire sur LinkedIn? Prêt à écrire votre première publication? Carrément. De toute manière, moi je suis sur LinkedIn depuis 2014. Avant, j'étais une pro Viadeo, paix à son âme. Et en fait, il faut juste se lancer. Hein. Moi aussi, mes premières publications, si je dois remonter le fil, elles ressemblaient à rien. Mais voilà, après, c'est en faisant, c'est en regardant comment font les autres, c'est en suivant plein de personnes, en s'inspirant et en disant tiens, ça c'est nouveau, ça a l'air sympa, je vais essayer aussi. Et puis après, on se prend au jeu. Hein. Et quand bien même on fait une publication qui ne fonctionne pas, c'est pas la mer à boire, c'est pas dramatique. Ce qui compte, c'est pas, on dit toujours, hein, c'est pas le nombre de likes ou le nombre de commentaires. Ce qui compte, c'est ce que ça génère derrière, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire ça doit générer, si on est à son compte, du business, ou si on est en recherche d'emploi, des mises en relation pour un boulot. C'est ça le plus intéressant. Eh bien, merci à tous. Il y en a qui sont... Merci beaucoup. Merci Amélie. C'était super. Merci. Merci beaucoup. Et perso, je vais bien sûr te suivre sur LinkedIn. Et si vous avez des questions sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn en direct. De toute manière, je suis en open profile, donc il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Merci. Merci à tous. Très belle journée à tous. À bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.